La vie est pleine de surprises, mais la façon dont les gens meurent est parfois encore plus étrange. Considère cet épisode comme une leçon sur ce qu'il ne faut pas faire en partageant 6 histoires de personnes mortes de façon vraiment stupide. Des fenêtres au gâteau de poisson en passant par le Coca-Cola, découvrons ensemble quelques fins absurdes. Fan de Game of Thrones, la dernière histoire est pour toi. La discrétion du spectateur est recommandée. Premier arrêt, un concours de boissons d'eau. Le vendredi 12 janvier 2007, l'émission matinale de la radio KDND, The Morning Rave, a lancé un concours à l'antenne avec un prix alléchant, une console de jeu Nintendo Wii d'une valeur d'environ 250 $. Le concours s'appelait « Tiens ta Wii pour une Wii ». Je sais que rien que le nom est déjà assez ridicule, mais il faut reconnaître qu'il a le mérite d'être direct. Les participants devaient s'y boire autant d'eau que possible sans aller aux toilettes. Si tu as déjà dû te retenir en voiture, tu comprends ce que ces gars allaient endurer. Mais l'idée semblait assez inoffensive. Malheureusement, personne ne s'attendait à ce qui allait réellement se passer. L'une des participantes était Jennifer Strange, une épouse dévouée et mère de 3 enfants de Rancho Cordova, en Californie. Jennifer y voyait une manière amusante de gagner la console pour sa famille. Alors, ce vendredi matin-là, elle et 17 autres participants sont arrivés pour remplir leur ventre d'eau. À 6h15, le concours a commencé. Chaque participant recevait une bouteille d'eau de 25 cl à boire toutes les 15 minutes. Au début, le défi semblait gérable. Comme c'était de petites bouteilles de 25 cl, ils pensaient que ce serait facile. Après avoir bu 5 bouteilles en seulement 90 minutes, l'un des concurrents, James Ibarra, a été le premier à abandonner car sa vessie avait atteint sa limite. Une infirmière, choquée par les dangers potentiels du concours, a appelé l'émission de radio pour avertir les animateurs et les participants des risques d'intoxication à l'eau, également appelé empoisonnement par l'eau. Consommer une quantité excessive d'eau en peu de temps peut diluer les électrolytes vitaux dans le sang, entraînant des conséquences très graves, y compris la mort. Mais l'avertissement a été ignoré. Les animateurs ont ri des préoccupations à l'antenne, demandant en plaisantant « Est-ce que quelqu'un est en train de mourir là-dedans ?» Un animateur a dit sur un ton désinvolte « Ils ont signé des décharges, donc nous ne sommes pas responsables. » Ignorant de l'avertissement de l'infirmière, Jennifer et les autres participants ont continué la compétition dans la salle de la station, à l'abri des émissions. À l'intérieur, il est devenu évident que Jennifer souffrait. Elle s'est plainte d'un fort inconfort et de douleur à mesure que le concours s'éternisait. Pendant ce temps, les animateurs ont montré une inquiétante méconnaissance des risques. Lorsqu'un DJ a demandé « Peut-on s'intoxiquer avec de l'eau et en mourir ?» Un autre a répondu « Pas avec de l'eau. Ton corps est composé à 98% d'eau. Pourquoi ne peux-tu pas absorber autant d'eau que tu veux ?» Une animatrice a plaisanté. On aurait peut-être dû faire des recherches avant. Vers la fin de la compétition, la situation a empiré. Les candidats devaient boire de plus grandes bouteilles d'eau pour rester en jeu. Jennifer avait consommé près de 8 litres d'eau en un peu plus de 3 heures à ce moment-là. Malgré sa détresse visible, Jennifer s'est surpassée, poussée par sa détermination à gagner la console de jeu pour ses 2 fils et sa fille. Mais au fil des heures, le défi léger et amusant s'est transformé en catastrophe. Déterminée à surpasser ses concurrents, Jennifer a bu bouteille après bouteille d'eau. Vers la fin du concours, elle a été l'avant-dernière à arrêter de boire. Lorsqu'elle a finalement abandonné, elle allait très mal. En direct à l'antenne, elle a dit « J'ai mal à la tête ». Il répète que l'eau va me donner mal à la tête et me faire vomir. Je ne sais pas de qui elle parlait en disant « il », mais on dirait que quelqu'un l'a prévenue. Les organisateurs restaient aveugles aux dangers de leur émission et ignoraient la souffrance des participants. Son ventre avait beaucoup enflé et elle pleurait en se plaignant de violents maux de tête. Malgré ses efforts, Jennifer a fini 2e et a gagné des billets pour un concert de Justin Timberlake au lieu de la Wii tant désirée. Cependant, son état s'est rapidement aggravé. Jennifer, ne se sentant pas bien en rentrant, a choisi de ne pas aller travailler et de se coucher, espérant que le repos atténuerait ses symptômes. Jennifer ignorait que boire trop d'eau avait déjà provoqué une réaction en chaîne dangereuse dans son corps. Lorsque de grandes quantités d'eau sont consommées en peu de temps, le taux de sodium dans le sang devient dangereusement dilué. Ce déséquilibre force l'eau à passer de la circulation sanguine vers les cellules, les faisant ainsi gonfler.
Alors que de nombreux tissus peuvent supporter un certain gonflement, le cerveau ne le peut pas. Enfermé dans la boîte crânienne rigide, le tissu cérébral enflé est comprimé, ce qui peut entraîner de graves lésions, y compris l'incapacité à contrôler des fonctions vitales comme la respiration. Plus tard dans la journée, Jennifer a appelé son lieu de travail pour signaler qu'elle était trop malade pour venir, en pleurant et en décrivant la douleur insupportable qu'elle endurait. Seulement 5 heures après la fin du concours, sa mère a retrouvé son corps sans vie dans leur maison de Rancho Cordova. Je n'imagine pas combien cela a été choquant. Après une autopsie, il a été déterminé que la mort de Jennifer était due à une intoxication à l'eau, une condition rare mais mortelle. Elle a été morte en buvant de l'eau pour gagner une console de jeu. Les conséquences ont été rapides et sévères. Les animateurs de la matinale de KDND, connus à l'antenne sous les noms de Trish, Manny et Lucas, ont été licenciés le lendemain de l'incident. La station a également annulé l'émission et licencié au total 10 employés pour avoir enfreint leur contrat de travail. La famille de Jennifer a attaqué la station en justice une semaine après sa mort. Finalement, le 29 octobre 2009, environ 2 ans après l'incident, un jury californien leur a accordé 16,5 millions de dollars de dommages et intérêts, tenant KDND responsable de la tragédie. Passons du mal au pire. Si boire trop d'eau peut être fatal, qu'en est-il de boire trop de Coca-Cola ? Natasha Harris était une mère de 8 enfants âgée de 30 ans, originaire d'Invercargill, en Nouvelle-Zélande, qui aimait énormément une chose, un verre bien frais de Coca-Cola. Je n'aime pas le coca, mais vous comprenez peut-être pourquoi elle l'adorait. Pendant plusieurs années, Natasha buvait près de 2 gallons de Coca-Cola chaque jour, une addiction qui dominait sa routine. Son compagnon, Christophe Hodgkinson, a révélé que la première chose qu'elle faisait le matin était de boire un coca et que c'était aussi la dernière chose qu'elle faisait avant de se coucher. Sans son approvisionnement habituel en coca, Natasha ressentait des symptômes de sevrage comme des tremblements, de l'irritabilité et de l'agitation. Cependant, la famille n'a jamais considéré Coca-Cola comme un danger. Faute d'avertissement sur l'emballage, ils n'ont pas relié la dégradation de sa santé à sa boisson favorite. Pendant environ 6 mois, la santé de Natasha s'est nettement détériorée. Elle se sentait constamment fatiguée et malade, vomissant souvent le matin. Malgré une léthargie extrême, un cœur qui battait la chamade et une fatigue constante, Natasha a évité de consulter un médecin par peur des docteurs. Son alimentation n'aidait pas non plus. Elle mangeait très peu, souvent seulement un petit repas de midi, et fumait environ 30 cigarettes par jour, au point que ses dents ont pourri et ont dû être extraites. Même certains de ses enfants sont nés sans émail sur les dents, probablement à cause de sa consommation excessive de soda pendant la grossesse. Le Coca-Cola, avec sa forte teneur en caféine, a sans aucun doute joué un rôle crucial dans la dégradation de la santé de Natasha. Une seule once de coca contient 2,3 mg de caféine et Natasha en consommait environ entre 2,1 et 2,6 gallons par jour. Cela signifiait qu'elle absorbait environ 800 mg de caféine par jour, soit plus du double de la limite de sécurité de 400 mg pour un adulte moyen. La surconsommation de caféine, sa mauvaise alimentation et le tabac ont eu des effets néfastes sur son corps. Le 25 février 2010, Natasha a commencé sa matinée comme d'habitude en aidant ses enfants à se préparer pour l'école. Cependant, peu de temps après, elle est tombée contre un mur alors qu'elle était aux toilettes, haletant pour reprendre son souffle. Christophe, son compagnon, a appelé les secours et tenté de la ranimer par massage cardiaque. Il a essayé encore et encore, sans relâche. Malheureusement, cela n'a pas fonctionné et elle est décédée à la maison. Christophe était dévasté et a contacté Coca-Cola, accusant le géant des boissons gazeuses d'être responsable de sa mort et suppliant leur soutien pour élever leurs enfants. L'enquête sur la mort de Natasha a révélé des conclusions sombres. Le pathologiste, le docteur Dan Morin, a témoigné que la cause principale du décès était une arythmie cardiaque, une condition où le cœur bat de façon irrégulière, soit trop lentement, soit trop rapidement. Il a souligné que ses habitudes de vie, sa consommation excessive de cola, son tabagisme important et sa mauvaise alimentation étaient des facteurs clés ayant contribué à sa mort. Le docteur a aussi suggéré que Natasha souffrait probablement d'une hypokaliémie sévère, caractérisée par un taux de potassium très bas dans le sang. Cela aurait pu être causé par son addiction au cola, car une carence en potassium est un risque connu chez les gros consommateurs de soda. Le potassium est un minéral essentiel au bon fonctionnement des cellules nerveuses et musculaires. Un manque de potassium ou hypokaliémie
peut provoquer des symptômes tels que la fatigue, la faiblesse musculaire, la constipation et des troubles du rythme cardiaque. Pour Natacha, sa consommation excessive de Coca-Cola a peut-être contribué à une grave carence en potassium, aggravant les problèmes de santé qu'elle a rencontrés avant sa mort tragique. La dépendance de Natacha lui imposait un double tribut. Le sucre provoque la libération d'insuline, faisant entrer le potassium dans les cellules et le retirant du sang. De même, la caféine agit comme un bêta-agoniste, ce qui fait également passer le potassium dans les cellules, réduisant ainsi sa disponibilité dans le sang. Le double coup de poing a laissé son taux de potassium dangereusement bas. Chris a affirmé n'avoir jamais vu le Coca-Cola comme nocif. « Je le voyais simplement comme une boisson gazeuse, comme de l'eau », a-t-il dit. Coca-Cola, cependant, a nié toute responsabilité directe dans la mort de Natacha. Dans des déclarations à l'enquête, la société a soutenu que, bien que l'arythmie cardiaque ait été la cause principale du décès, elle ne pouvait pas être définitivement liée à une consommation excessive de soda. Il existe un certain nombre de causes possibles d'arythmie cardiaque, et il n'est pas possible de conclure que la consommation de coca était une cause probable ou un facteur déterminant de sa mort subite, a déclaré Coca-Cola. Certains experts ont souligné que la quantité de liquide que Natacha buvait chaque jour présentait un risque. La docteure Lisa Taimarenga, chercheuse en nutrition, a suggéré que boire 338 onces de n'importe quel liquide, y compris de l'eau, pourrait mettre le corps à rude épreuve puisque notre capacité maximale est de 125 onces par jour. Le docteur Robert Glatter a souligné un autre facteur alarmant, à savoir l'apport calorique stupéfiant. Il a estimé que Natacha consommait plus de 4000 calories par jour, rien qu'avec les sodas. Pour la plupart, une telle surconsommation de calories causerait de graves problèmes de santé avec le temps. Cependant, il a assuré que les personnes qui consomment des sodas avec modération et maintiennent une alimentation équilibrée ne devraient pas forcément s'inquiéter. Mourir à cause du Coca-Cola, c'est absurde. Cette histoire est presque incompréhensible. Darren Hickey, 51 ans, organisateur de mariage à Bolton, Lancashire, est connu pour sa personnalité unique et son engagement caritatif. Darren a subi un AVC catastrophique il y a 7 ans qui lui a laissé des difficultés durables pour marcher et parler. Mais il n'a pas abandonné et s'est battu. Sa résilience lui a valu le prix de la personne courageuse et inspirante décerné par la Stroke Association. Mais tout cela était sur le point de changer. Le 4 avril 2019, Darren a assisté à une salle de mariage dans le Lancashire, où il a goûté un petit gâteau de poisson vers midi. Malheureusement, le gâteau de poisson était brûlant et a brûlé l'arrière de sa gorge. Au début, la blessure semblait mineure, mais au fil de l'après-midi, la douleur s'est intensifiée. Inquiet, Darren s'est rendu aux urgences de l'hôpital de Chorley dans le Lancashire pour consulter. Là-bas, il a été examiné et renvoyé chez lui avec du paracétamol, avec la recommandation de revenir si son état s'aggravait. Suivant les conseils des professionnels de santé, Darren est rentré chez lui se reposer. Cependant, ce qui semblait être une brûlure apparemment sans gravité s'est révélé bien plus dangereux. Vous avez sûrement déjà mangé un plat trop chaud et vous êtes brûlé la langue, mais croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour ce qui est ensuite arrivé à Darren. Au cours des 12 heures suivantes, les effets de la brûlure sont devenus de plus en plus graves. Le gonflement dans la gorge de Darren s'est intensifié et dans la soirée, son état a pris une tournure fatale. Entendant des bruits inquiétants, Neil Parkinson s'est précipité auprès de Darren. Neil a trouvé Darren debout, suffocant et peinant à respirer. Malgré les tentatives pour l'aider et l'arrivée rapide d'une ambulance, Darren a été déclaré mort peu après minuit à l'hôpital Royal Bolton. Une enquête ultérieure au tribunal du coroner de Bolton a révélé que la brûlure à la gorge de Darren avait provoqué un gonflement important, entraînant finalement une asphyxie, communément appelée suffocation. La suffocation se produit lorsque le corps est privé d'oxygène. C'est une condition mettant la vie en danger. Dans le cas de Darren, le gonflement de sa gorge causé par la brûlure a obstrué ses voies respiratoires, entraînant une suffocation rapide. Le pathologiste, le docteur Patrick Waugh, qui a pratiqué l'autopsie, a expliqué que la blessure se trouvait profondément dans la gorge de Darren, à un endroit seulement visible avec un équipement spécialisé. Le docteur Waugh a comparé les brûlures à celles de personnes inhalant de la fumée lors d'incendies domestiques, tout cela après avoir mangé un échantillon chaud de gâteau de poisson. Bien que le pathologiste ait souligné que ces cas sont rares, cela donne tout de même des frissons à toute personne ayant déjà mangé un aliment chaud.
Je repense souvent aux fois où je me suis brûlé la langue avec quelque chose de très chaud. Ça aurait pu m'arriver et je ne le savais même pas. Cette prochaine histoire vous fait vous demander si nous sommes vraiment prêts à confier le volant à l'IA. Par une nuit tranquille à Tempe, en Arizona, le 18 mars 2018, une expérience révolutionnaire dans la technologie de conduite autonome a mal tourné. Hélène Herzberg, une femme de 49 ans, poussait son vélo en traversant la route. Au même moment, un véhicule Uber circulait à environ 65 km/h sur la même route. Le véhicule, un SUV Volvo équipé du système de conduite autonome d'Uber, fonctionnait en mode autonome avec Rafaela Vasquez, une conductrice de sécurité, assise derrière le volant. La conductrice de sécurité surveillait la voiture et reprenait le contrôle en cas de défaillance du système. Il a été rapporté que Rafaela était distraite, regardant un épisode de The Voice sur son téléphone. Dans les moments critiques précédant l'accident, elle a baissé les yeux vers ses genoux pendant plus de 5 secondes. Elle a levé la tête moins d'une seconde avant l'impact. Le logiciel de la voiture Uber a eu du mal à identifier Hélène comme piétonne car elle n'était pas près d'un passage piéton. Le système alternait entre la classer comme un véhicule, une bicyclette ou autre, sans réussir à prédire sa trajectoire. Il n'a décidé de freiner que 1,3 secondes avant la collision, bien trop tard pour éviter de la percuter. En plus de cela, Uber avait désactivé le système de freinage d'urgence de la voiture, comptant entièrement sur le conducteur de sécurité pour intervenir. Rafaela a appelé le 911, mais il était trop tard pour Hélène. Cet incident a marqué le premier décès d'un piéton impliquant une voiture autonome. Les enquêtes menées par le Conseil national de la sécurité des transports ont révélé une série de négligences alarmantes. Premièrement, le système autonome n'était pas programmé pour reconnaître les piétons traversant en dehors des passages cloutés, ce qui constitue une défaillance critique étant donné l'imprévisibilité du comportement humain. Deuxièmement, les rapports ont indiqué une formation insuffisante et une supervision laxiste des conducteurs de sécurité. Rafaela travaillait seule et était distraite pendant la majeure partie de son service. Troisièmement, le système d'Uber ne prévoyait pas d'alerter le conducteur de réserve en cas d'urgence, réduisant ainsi les chances d'une intervention rapide. Enfin, le groupe des technologies avancées d'Uber ne disposait pas d'un plan de sécurité formel, de procédures opérationnelles standardisées, ni d'un responsable de la sécurité dédié. Cette négligence organisationnelle a créé un environnement où un tel incident était presque inévitable. Ou était-ce vraiment le cas? L'accident a suscité de vives critiques concernant les pratiques de test d'Uber et a entraîné la suspension de son programme de véhicules autonomes en Arizona. Pendant ce temps, Rafaela a fait face à des conséquences juridiques pour son rôle dans la tragédie. Elle a été condamnée à 3 ans de probation surveillée, l'accusation étant requalifiée en délit mineur si elle accomplissait sa peine avec succès. Le tribunal a reconnu sa distraction mais a aussi noté que des problèmes systémiques chez Uber y ont contribué. Uber a annoncé avoir mis à jour son logiciel après l'accident pour reconnaître aussi les piétons traversant hors des passages protégés. Quelle façon de partir? Tu es prêt à relever un défi? Cette affaire a débuté par un défi en apparence inoffensif. En 2010, Sam Ballard, un jeune homme de 19 ans qui rêvait de devenir joueur de rugby, passait une soirée tranquille avec ses amis. Ils étaient chez Jimmy Galvin, un ami devenu aujourd'hui un pianiste et compositeur renommé. Le groupe s'était réuni pour déguster un peu de vin rouge, essayant de se comporter comme des adultes. Au cours de cette soirée détendue, la conversation a pris une tournure inattendue lorsqu'une limace est apparue sur la terrasse en béton. Devine ce qu'ils ont mis Sam au défi de faire, tu as sûrement deviné. Ce n'était qu'un pari idiot entre ados. Quel mal y aurait-il à manger une limace? Dans l'esprit du défi, Sam a attrapé la créature gluante et l'a avalée. Peu après, Sam a ressenti une grande faiblesse et de fortes douleurs aux jambes. Son état s'est aggravé et il a été pris de vertiges et de vomissements. Sa mère, Cathy Ballard, a d'abord pensé que les symptômes pouvaient être liés à la sclérose en plaques, une maladie qui avait touché son mari. La sclérose en plaques est une maladie qui affecte le cerveau et la moelle épinière. Cela arrive quand le système immunitaire attaque par erreur la gaine protectrice des nerfs. Cela peut provoquer des symptômes comme la fatigue, des étourdissements, des difficultés à marcher, une vision floue ou une faiblesse dans les jambes ou les bras. Comme Sam avait des symptômes similaires, il est logique que sa mère ait pensé cela. Les médecins ont vite écarté cette possibilité.
Ce n'est que lorsque Sam a dit qu'il avait mangé la limace que les pièces du puzzle ont commencé à s'assembler. Katie était cependant sceptique. « Personne ne tombe malade à cause de ça », a-t-elle dit. Mais bientôt, on a diagnostiqué chez Sam une infection parasitaire rare, la maladie du ver pulmonaire du rat. D'après le nom, tu devines que le parasite vit surtout chez les rats, non ? Et tu as tout à fait raison. Cependant, lorsque des limaces mangent des excréments de rats contenant le parasite, elles peuvent être infectées. Si des humains consomment ces créatures crues ou insuffisamment cuites, le parasite peut migrer vers le cerveau et provoquer de graves complications. Et c'est ce qui est arrivé à Sam. Le voyage du parasite l'a conduit jusqu'à son cerveau et a déclenché une inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière. Les symptômes ont empiré rapidement, plongeant Sam dans le coma et mettant sa vie en danger. La plupart des cas de ver pulmonaire du rat sont bénins, mais celui de Sam a été catastrophique. Il était resté dans le coma pendant environ 13 mois et lorsqu'il s'est enfin réveillé, sa vie avait complètement changé. Il était paralysé et parlait à peine. Il ne pouvait ni bouger ni manger seul. Il a dû oublier sa carrière de rugby. Malgré les efforts constants des médecins pour le sauver, Sam était désormais en fauteuil roulant et nécessitait une assistance permanente. Le jeune homme, autrefois prometteur, se retrouvait désormais incapable d'accomplir les tâches les plus simples. Pourtant, malgré les graves dommages subis par son corps et son cerveau, l'un de ses amis, Jimmy Galvin, a déclaré que Sam restait pleinement conscient de son environnement. Galvin, qui était présent lorsque le défi fatidique a eu lieu, ressentait une immense culpabilité et incapable de retenir ses émotions, a présenté ses excuses à Sam pour tout ce qui s'était passé cette nuit-là dans le jardin. Pendant qu'il parlait, des larmes coulaient sur le visage de Sam. Malgré les difficultés écrasantes, la mère de Sam, Katie, n'a jamais blâmé les amis qui l'avaient mis au défi de manger la limace. Elle comprenait que c'était un moment d'inconscience juvénile, mais c'était le poids des conséquences qu'elle porterait pour toujours. Au fond de son cœur, elle espérait, contre toute attente, qu'un jour son fils pourrait marcher à nouveau. Mais au fond d'elle, elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Dans les dernières années de la vie de Sam, Katie a mené un combat épuisant pour les soins de son fils. Après que les autorités australiennes ont réduit les financements liés au handicap, elle s'est battue sans relâche pour obtenir l'aide nécessaire à Sam. Malgré ses efforts, les années difficiles ont laissé des traces. Le 2 novembre 2018, Sam est décédé à l'âge de 28 ans à l'hôpital de Hornsby, non loin de l'endroit où il avait grandi. Entouré de 20 proches, Sam a pu, dans ses derniers instants, dire les mots que sa mère espérait tant entendre. « Je t'aime ». Il lui avait toujours dit qu'il l'aimait et ce furent ses derniers jumeaux avant de mourir, après qu'un défi ait bouleversé sa vie. Enfin, jetons un coup d'œil dans les coulisses de Game of Thrones. Game of Thrones était tristement célèbre pour ses rebondissements choquants, où les personnages trouvaient de la mort de manière des plus inattendues et brutales. En regardant la série, une chose était constante. Dans un monde rempli de luttes de pouvoir, d'alliances et de trahisons, rien n'était jamais vraiment sûr. Je veux dire Ned Stark sérieusement. Cette même imprévisibilité a touché de près l'une des monteuses des effets visuels de la série, Catherine Chappell. Kate était une monteuse VFX américaine de 29 ans qui avait travaillé sur certains des moments les plus emblématiques de la télévision, y compris Game of Thrones. Ses contributions ont permis de créer les visuels époustouflants de Westeros, lui assurant une place dans l'équipe primée aux Emmy Awards de la série. Elle avait également travaillé sur d'autres grands films, notamment Captain America, Le Soldat de l'Hiver et Godzilla, et elle terminait son travail sur Au cœur de l'océan de Ron Howard. L'avenir de Kate était prometteur et sa carrière en essor. Mais l'incertitude même qui définissait Game of Thrones allait bientôt s'abattre sur sa propre vie d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Le 1er juin 2015, Kate est partie en safari en Afrique du Sud. Elle et ses amis s'étaient rendus à Johannesburg à la recherche du frisson de voir la faune de près. En traversant le parc safari en voiture, le groupe a rencontré 2 lions. Le véhicule devant eux s'est arrêté et le conducteur a baissé sa vitre pour mieux voir, espérant sans doute prendre une photo. Kate a fait de même. Ce n'est pas tous les jours qu'on s'approche des majestueuses créatures de la nature. Ce qui avait commencé comme un moment d'aventure s'est vite transformé en cauchemar. Le lion semblait indifférent, paresseusement allongé, mais la lionne paraissait plus active.
Elle s'est levée, a étiré son corps, et pendant un bref instant, tout semblait normal, juste des lions vaquant à leurs occupations. Mais soudain, la lionne s'est jetée vers la fenêtre ouverte. Sa rapidité et sa férocité ont surpris tout le monde. En un instant, Kate s'est retrouvée face à face avec l'une des créatures les plus sauvages et les plus puissantes de la Terre. Le chaos a suivi. Le conducteur s'est jeté sur le siège passager, essayant de se protéger tout en tentant de repousser la lionne à coups de poing. L'ingénieur Ben Govender, qui se trouvait dans la voiture derrière Kate, a été un malheureux témoin de l'attaque. Il se souvint de la scène terrifiante où la lionne mordit le siège passager occupé par Catherine. Le prédateur s'est brièvement retiré, du sang coulant de sa bouche et de sa patte. Un instant, il a semblé que le danger était passé. Un moment pour s'enfuir et peut-être sauver Catherine. Mais la lionne semblait insatisfaite. Elle est rapidement revenue, et cette fois, elle a attaqué Catherine encore plus violemment. Monsieur Govender a décrit le choc d'avoir vu la lionne mordre sauvagement l'épaule de Catherine. La lionne était bien trop puissante, se souvient Monsieur Govender. Après s'être retirée, elle est revenue. Tout s'est passé très vite, en quelques minutes. Nous ne pouvions qu'appeler à l'aide en klaxonnant. Les Rangers sont intervenus en urgence, faisant fuir les deux lions. Mais à ce moment-là, il était déjà trop tard. La lionne avait déjà infligé des blessures mortelles. Rien ne pouvait effacer l'horreur survenue en quelques minutes. Les Rangers ont tenté de ranimer Kate, mais elle était déjà décédée. Ces personnes étaient de victimes de choses ordinaires qui semblaient presque inoffensives. Cela pousse presque à se demander, sommes-nous vraiment en sécurité ? Merci d'avoir regardé, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Restez audacieux, vivez avec courage.